7h42, l'invité des matins jusqu'à 9h, Paul Jorion. Bonjour Paul Jorion. Bonjour. Faut-il rappeler que vous êtes anthropologue, sociologue, que vous avez travaillé à la fois dans la pêche, aux Nations Unies et puis dans la grande finance américaine. Dites d'ailleurs, je note que vous annoncez sur votre blog que vous allez venir au matin et voilà Tipa que, comme souvent maintenant avec Internet, déjà avant que vous arriviez, on reproche au matin de vous avoir jamais invité, ce qui est quand même complètement faux. D'ailleurs, vous rectifiez, c'est bien au moins la 3e fois que vous venez ici, cette fois à France Culture, ce serait même presque trop. Et il s'en trouvera bien sûr sur le net pour déplorer qu'on est toujours Paul Jorion. Dès que la crise gronde, je vous voyais écouter la revue de presse de Cécile de Carvazoué, un petit commentaire, parce que c'est votre sujet. Oui, il y a pratiquement rien à ajouter. Hein. Tout est dit, oui. On ne m'accusera pas d'être alarmiste parce que la revue de la presse a fait le portrait de la situation dans laquelle on est. Et c'est tout à fait incroyable. D'une part, c'est de la corruption à absolument tous les niveaux. Et plus on regarde, et puis on s'aperçoit qu'elle était absolument partout et que c'était pas visible. Et puis alors, la rébellion qui se manifeste sous la forme de Cantona, sous la forme de Wikileaks, de Assange, et ainsi de suite. C'est la réaction du monde à une situation complètement bloquée, complètement dans l'impasse et vraiment assez corrompue à tous les niveaux de la direction. Un mot, et bien sûr nous allons parler de la question notamment de Cantona, Paul Jorion, mais un mot peut-être de cette question justement d'Internet. Vous avez, vous, par exemple, un blog qui désormais a un succès fou, de nombreuses contributions, qui permet de décrypter, d'analyser, de comprendre, de porter des jugements critiques, évidemment, d'envisager des solutions quant à la situation économique et financière, le rapport aux banques. Est-ce qu'il y a aujourd'hui quelque chose, selon vous, avec Internet qui pourrait relayer plus efficacement ce que le politique finalement ne prend pas en charge vis-à-vis de la méfiance ou défiance des citoyens sur la question financière ? On s'aperçoit qu'il y a une communauté, oui, il y a des gens qui sont là et qui sont un peu partout et on ne sait pas où ils sont nécessairement parce qu'ils utilisent un pseudonyme ou ils ont simplement une adresse Internet qui s'appelle Gmail ou MSN, enfin ça ne dit rien du tout, on ne sait pas où ils sont. Mais ces gens sont partout, ils constituent une équipe. Autour de chaque objet d'intérêt, il se crée une communauté et ça peut servir à beaucoup de choses. Moi, j'ai créé un blog parce que je voulais simplement transmettre un peu de l'information à des gens que je connaissais pas nécessairement. Je pouvais envoyer des emails et puis, mais ça c'était aux gens dont je connaissais l'adresse email. Mais sinon, je pouvais m'adresser de manière générale. Mais alors, comme vous le dites, ça devient autre chose. Ça devient un think tank, ça devient une équipe de recherche, ça devient plein de choses parce que. Et aussi parfois n'importe quoi quand même. Ça peut aussi devenir n'importe quoi. Oui, mais enfin, le n'importe quoi, c'est un peu au début d'un blog. Hein, je veux dire, après, ça se décante. Il vient toujours. Oui, c'est pour ça qu'on a introduit de la modération. Finalement, au début, il n'y avait pas de modération. Tous ceux qui voulaient s'exprimer pouvaient s'exprimer. Mais alors, on a effectivement ce qu'on appelle les trolls, c'est-à-dire les gens qui vont d'un côté à l'autre simplement pour faire de la provocation gratuite. Ou bien on a des zélotes d'une école ou d'une autre qui viennent essayer de défendre leur cause et qui ne s'intéressent pas du tout à une conversation générale, qui viennent simplement déposer leur truc. Alors là, ça dérange et on les empêche d'entrer, c'est tout. Mais Paul Jorion, est-ce que, cela dit, la question justement d'Internet et de la prise de parole directe grâce à Internet ne résout pas l'éloignement, ou pourrait en tout cas contribuer à résoudre l'éloignement qui s'est opéré entre la société et la science économique? Je cite une petite phrase de votre livre dans Le Prix. Vous posez une question: pourquoi la science économique s'est-elle d'abord éloignée de l'homme pour devoir s'en rapprocher aujourd'hui? C'est-à-dire que c'est même l'homme qui estime maintenant qu'il doit se rapprocher aussi de la science économique. Oui, mais c'est qu'il y a eu une réflexion qui a débuté. Elle a débuté essentiellement, disons, au XVIIIe siècle, disons, la deuxième moitié du XVIIIe siècle. On a des gens comme Cantillon, comme Kenney, Adam Smith, etc. Il y a une science économique qui démarre. Et ce qui se passe, c'est que cette science économique, on l'a tuée parce que son représentant le plus qualifié aux environs de 1850, c'était Karl Marx. Et Karl Marx a parlé de la fin du capitalisme. Il a dit que c'était un système qui n'allait
n'allait pas durer, Alors, on a tué ce genre de réflexion. On est passé à autre chose, on est passé à l'homo economicus, etc. On est passé à créer une idéologie qui pouvait servir la banque, qui pouvait servir d'excuse, de justification théorique à la finance. Et c'est ce qu'on a produit entre 1850 et maintenant. Alors, évidemment, on a besoin d'autre chose, ça c'est sûr. Et ça existait plus ou moins dans les marges et c'est en train de se reconstituer, pas nécessairement dans les hautes sphères. Oui. Vous savez que la prochaine offensive promise par Julian Assange avec Wikileaks, c'est de dévoiler les téléx d'une grande banque américaine pour le mois de janvier. Je vois que ça vous fait déjà sourire. Oui, bon, vous attendez ça avec impatience ou vous savez déjà tout? Vous avez déjà tout annoncé, vous? Non, ce qui me fait rire, c'est que dans l'heure qui a suivi l'annonce, les actions de Bank of America ont baissé de 3% et de la finance en général. Pourquoi? Parce qu'on sait ce qu'on va voir. On le voit quand c'est de la diplomatie, quand c'est sur la guerre d'Irak, etc. On le voit, c'est qu'on ne dit pas aux gens ce qui se passe vraiment. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau d'une grande banque comme Bank of America? Bon, moi j'en ai vu d'autres, je n'ai pas travaillé là, mais j'en ai travaillé dans d'autres. C'est qu'il y a effectivement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de fraude au sommet. Il y a beaucoup de tricherie, il y a beaucoup de... on utilise beaucoup le rapport de force qui est très défavorable aux régulateurs, qui est très favorable aux banquiers eux-mêmes. On en abuse. Moi, bon, j'ai eu cette expérience, je l'ai raconté récemment dans un petit texte qui a été publié, où quelqu'un, un banquier, le numéro 2 dans une banque importante européenne, m'a dit carrément, écoutez, le régulateur, il fera exactement ce que je lui dirais de faire. Bon, et ça représentait... On se demande maintenant pourquoi les banques n'ont pas été vraiment surveillées, etc. Elles ont été surveillées, mais par les gens qui n'avaient... Le rapport de force de ceux qui les surveillaient par rapport aux banques était défavorable. Et il est toujours défavorable. On le voit. Il suffit de lire un tout petit peu entre les lignes de déclarations qui sont faites ici et là. Ces déclarations, de la part des régulateurs, vous disent toujours « Ah oui, mais non, attendez, ils ne sont pas d'accord avec nous. » Bon, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rapport. Le rapport de force est défavorable. C'est toujours la finance qui dicte aux autres ce qu'il faut faire. Bon, et je ne parle même pas de fraude, je ne parle même pas d'argent qui viendrait de la drogue, des choses de ce type-là. Je parle simplement du fonctionnement ordinaire de la finance. Alors, vous le savez, donc bien sûr, c'est aujourd'hui, mardi 7 décembre, que un entretien pour la presse qu'Éric Cantona a donné il y a quelques jours, au début du mois d'octobre, est devenu un appel à la révolution d'un nouveau style. Ne descendez pas dans la rue, retirez votre argent des banques, provocation ou non. L'appel de Cantona dit quelque chose de la crise de confiance, vraisemblablement, entre les citoyens, les banques et les dirigeants que nous vivons, cette crise de confiance que nous vivons depuis la crise de 2007. Alors, il a été plutôt étonnant, j'aimerais avoir votre sentiment là-dessus, de voir que toute la classe politique, à gauche comme à droite, mais particulièrement à gauche, par exemple, s'est relayée depuis lundi matin pour expliquer combien cet appel est ridicule, contribuant ainsi à alimenter le buzz, alors que peut-être faut-il voir un peu plus loin dans cet appel de Cantona, désormais appelé comme si, l'expression d'une colère. Est-ce que Éric Cantona a mis le doigt où ça fait mal, Paul Jorion ? Oui, certainement, parce que la panique bancaire, c'est très dangereux pour le système financier. Mais est-ce que c'est possible, alors, de retirer son argent de la banque? Bien sûr. Encore faut-il avoir de l'argent? Bien sûr, oui, mais je veux dire, les gens qui vont aller se présenter à la banque, qui vont aller faire la queue dans la rue et qui seront dispersés par la police, ces gens-là ne connaissent pas le fonctionnement bancaire. Ils ne savent pas qu'on ne peut pas leur donner tout l'argent tout de suite. Ils le découvrent ce jour-là, en général. Quand il y a une panique, bon, eh bien, on se dit, je ne veux pas être le dernier à retirer mes sous de la banque et on y va. Mais c'est pas de ça. Cantona ne parlait pas de ça. Il a dit simplement aux gens, si vous voulez atteindre ce système, parce que bon, il faut le mettre en perspective, il a dit, on a besoin d'une révolution, il faut punir les banques. Et il a dit, il y a un moyen qu'on peut utiliser, c'est chacun va retirer son argent de la banque. Il n'a pas dit, il faut aller créer des émeutes devant les banques. Et oui, il a bien dit, j'appelle pas à la violence, entre guillemets, pas de meurtre, pas de violence, façon Spaggiari, a-t-il dit ironiquement, sur cette question. Comment observez-vous les réactions du monde politique, justement, à cette déclaration de Cantona ? Écoutez, bon, ça montre
la déconnexion qui existe entre deux parties de la population. Il y a un clivage. Et quand je dis la population, je ne veux pas dire la France en général, je veux dire le monde entier, puisque, enfin, peut-être pas le monde entier, mais enfin, on voit bien la réaction en Angleterre, on voyait des réactions dans d'autres pays, on voit ce qui se passe aux États-Unis. Il y a un clivage qui est en train de se creuser. Alors, un monsieur dit il faut faire la révolution. Et puis, on nous montre deux ministres qui disent non, il ne faut pas la faire. Et ça fait la surprise. Non, le rôle des ministres, c'est pas de dire oui, il faut faire la révolution. S'ils approuvaient Cantona, ils n'auraient rien à faire au gouvernement. C'est pas le rôle d'approuver ce genre de choses. Ce qu'il y a, c'est que normalement, dans une situation qui n'aurait pas été une situation comme maintenant, ça aurait été ignoré. Ce que ça révèle, c'est qu'il y a une certaine inquiétude. Le fait qu'on réponde, et qu'on réponde de manière maladroite, en disant oui, ce monsieur, il n'est que footballeur par ailleurs, ça, c'est pas... Évidemment, ça montre qu'il y a un certain désarroi. Je dirais pas panique, j'en sais rien, mais il y a un certain désarroi. Pourquoi ? Parce qu'il parle pas en tant que footballeur, il parle pas non plus en tant que ministre des Finances, il parle en tant que personne qui exprime un ras-le-bol généralisé. Citoyen, quoi, qui se sent concerné. Oui. Et sa réaction, c'était une réaction par rapport à la question qui lui était posée. Sa réaction, c'était par rapport à l'inefficacité d'une action de type classique comme celles qui ont eu lieu justement sur la question des retraites. Il dit maintenant, aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Je connais un autre moyen. Alors, est-ce que son moyen est efficace ? Son moyen, c'est pas de dire, il faut changer de banque. C'est pas ça son propos. Il dit il faut punir les banques. Et ça fait partie d'un plan révolutionnaire parce que je crois qu'il faut faire la révolution. On n'entend pas vraiment ce qu'il dit. Il dit ça. Alors évidemment, un ministre à propos d'un citoyen qui dit il faut faire la révolution, un ministre par définition n'a rien à dire. C'est pas son rôle. Il n'est pas à la place de ça. Ce qu'il peut faire, c'est ce qu'il fait, c'est-à-dire il essaie de disqualifier les propos en disant oui, mais ce bonhomme, il sait pas de quoi il parle. De toute manière, il est bon avec un ballon, mais c'est tout ce qu'il peut faire. Mais ça révèle qu'il y a effectivement une déconnexion maintenant entre les gens au sommet. Il y a eu recréation d'une aristocratie au cours de 2 siècles, et cette aristocratie dit ce bonhomme c'est un manant. Voilà, et ça va de soi. Alors lui répond, on va vous déboulonner. Ça fait partie du jeu, mais c'est un jeu dangereux. Ça montre qu'on est dans une période qui devient une période très, très particulière, avec un très grand clivage et un très grand affrontement, et, comme on le voit maintenant, des propos sérieux qui sont émis de part et d'autre. L'anthropologue, la sociologue que vous êtes, il voit effectivement un symptôme qui est quoi ? Un symptôme qui nous induit, qui nous dirige vers une sorte de violence à terme ? À cause du ras-le-bol, de la méfiance ? C'est difficile à dire. Ce qu'il y a, c'est tout le monde a été pris au dépourvu par les événements de 2007, de 2008. On vivait dans une société qui croyait être partie sur des rails. On parlait de fin de l'histoire et ainsi de suite. Beaucoup de gens croyaient de bonne foi qu'on était dans un système qui avait atteint une certaine perfection. Il y avait un petit peu, je dirais, comme un peu du triomphalisme avec la fin du communisme. Il n'y avait plus de rival. Alors voilà, on avait un système, ce système marchait, tout le monde était content. Et puis on s'est aperçu en 2007 et en 2008 que ce système en fait avait été complètement sapé à la base parce qu'on ne payait plus les gens, on ne payait plus assez de salaire, et du coup tout était entré dans du crédit, et pas seulement les salariés, mais aussi les petites et moyennes entreprises, les entreprises en général. La comptabilité, les modifications dans les règles de comptabilité avaient encouragé à ce qu'une entreprise dépense l'argent tout de suite et puis refasse des dettes pour essayer de se relancer l'année suivante. Tout ce système était devenu d'une fragilité extraordinaire, et on s'aperçoit ce système a commencé à s'effondrer en 2007, en 2008, et cet effondrement continue. Il y a un peu de ralentissement de temps en temps, mais maintenant on est par exemple dans la fin de l'euro qui est en train de s'écrouler complètement, et on ne sait pas où ça va s'arrêter. Alors qu'est-ce qu'il y aura après ? On ne sait pas, on espère toujours, parce que la violence c'est jamais une bonne chose, on espère toujours qu'il y aura des gens raisonnables. Malheureusement, entre 2007 et maintenant, on a vu essentiellement des gens qui s'accrochaient à leurs privilèges au lieu d'essayer d'engager une discussion qui pourrait amener à quelque chose. Alors, si violence il y a, malheureusement, la responsabilité des gens au sommet est énorme parce qu'ils ne font rien pour essayer d'arranger les choses. Jean-Claude Juncker, carrément, le président de la zone euro, a dit que l'appel de Cantona était irresponsable. L'appel de Cantona, c'est ce qu'on appelle l'appel de Cantona, fait le tour du monde entier. Il est pris très au sérieux en Grande-Bretagne, par exemple, mais y compris au Mexique, Paul Jorion. Juncker, donc président de la zone euro, dit que c'est irresponsable. Quelle serait, selon vous, la manière responsable d'appliquer l'appel de Cantona ? En 2 mots, et puis bien sûr, nous aurons toute la deuxième partie de l'émission pour continuer de parler de tout cela avec vous, Paul Jorion. D'abord, au lieu d'ignorer ou d'essayer de le renvoyer à faire du football, il faudrait comprendre ce que ça veut dire. C'est un symptôme d'une situation extrêmement dégradée. Et de même Wikileaks, le fait que
il y ait des gens à la base et qui utilisent ce réseau de l'Internet pour dire le système qu'on a est terminé. Il faudrait que ce soit entendu et qu'on essaye d'en haut de se réformer. Malheureusement, ce qu'on voit en haut, et ça c'est le syndrome Titanic, je dirais, c'est que la première classe se précipite vers les canaux de sauvetage au lieu d'essayer d'arranger quelque chose. L'image Titanic montre que peut-être il est déjà trop tard et que cet effondrement est inéluctable et qu'il n'y a pas grand-chose à faire et qu'on peut juste observer ce qui est en train de se passer. Paul Jorion est l'invité des matins de France Culture jusqu'à 9h. Notamment, vous publiez, Paul Jorion, Le Prix aux éditions du Croquant, 7h56. C'est l'heure de retrouver la chronique de Philippe Meyer. Bonjour Philippe. Bonjour Marc. Auditeur sachant auditer, ça n'est pas pour me vanter, mais tout laisse prévoir que la question de la réforme fiscale va nous occuper toujours davantage au fur et à mesure que nous nous rapprocherons de l'échéance de 2012. Cette question a en France